un moment, il va falloir arrêter d'enfouir les déchets. Ça n'a pas de sens d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique. On n'est pas allé chercher, par exemple, 100% de qualité dans ce que l'on va aller valoriser dans les filières de recyclage. C'est que on fait partie des quelques collectivités à l'échelle nationale qui avons optimisé le niveau de soutien financier, notamment en provenance des éco-organismes. C'est une procédure qui dure à peu près 18 mois, hein. Enfin, entre le moment où la collectivité lance le premier appel à candidature et puis le moment où la décision finale est prise, il y a à peu près 18 mois. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion des déchets. Donc la gestion des déchets, c'est tout un enchaînement d'étapes qui va de la collecte au tri, puis du traitement à la valorisation. De leur côté, les collectivités doivent composer avec des marges de manœuvre budgétaires limitées, alors même que les obligations réglementaires en matière de tri et de valorisation des déchets ne cessent de se renforcer. Ces exigences impliquent des investissements lourds. Face à cette équation, complexité croissante, contraintes budgétaires et exigences réglementaires fortes, certaines collectivités ont fait le choix de se regrouper au sein de syndicats de collecte. Alors, est-ce que passer par un syndicat, ça veut dire moins de place pour les entreprises ? Comment s'organise la coopération avec les entreprises ? Et y a-t-il vraiment des gagnants ou des perdants ? Ou au contraire, s'agit-il d'une rationalisation où tout le monde s'y retrouverait ? C'est ce que nous allons voir avec Christophe Tary, qui nous ouvre aujourd'hui les portes du CITEVOM, un syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination et la valorisation des ordures ménagères. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie que vous soyez avec nous aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, vous pourriez nous expliquer en quelques mots comment vous en êtes arrivé à prendre la direction générale du CITEVOM et quelles sont vos principales missions aujourd'hui ? Très bien. Bah, écoutez, ça fait déjà une bonne douzaine d'années que je suis arrivé dans le milieu des déchets, mais mon parcours ne m'y prédisposait pourtant pas. Mais comme on dit souvent, une fois qu'on est piqué par le virus des déchets, on a envie de poursuivre et de continuer dans ce domaine. Alors moi, mon parcours est plus traditionnel dans les collectivités, hein. J'ai été directeur général des services de collectivités, de villes essentiellement, et c'est une rencontre un petit peu inattendue avec le précédent président en fait de notre syndicat, qui a réussi à me convaincre que j'avais ma place dans ce secteur-là et que, effectivement, connaissant déjà le territoire, je pouvais apporter. Et on a un syndicat qui est relativement jeune dans sa construction, donc il y a beaucoup de choses à structurer pour cette collectivité. Et puis ce domaine-là, finalement, est passionnant et avec beaucoup de, j'allais dire, beaucoup de dynamique, beaucoup de choses qui évoluent. Vous l'avez évoqué dans votre propos liminaire. Ok, et merci beaucoup. Et donc du coup, pour parler un peu du CITEVOM, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les missions que vous avez aujourd'hui, puisque vous faites énormément de choses. Euh, voilà, donc qu'on comprenne bien sur quelle mission vous pouvez intervenir aujourd'hui au plus large, quoi. Oui, alors notre syndicat est un syndicat dit de traitement au départ, donc sa fonction est plutôt de traiter les déchets. Et contrairement à ce que notre nom indique, ça ne se limite pas en fait aux ordures ménagères, mais à l'ensemble des déchets ménagers et même assimilés, ce qu'on appelle les DMA, déchets ménagers et assimilés. C'est-à-dire qu'en fait le syndicat, dans son périmètre, intègre aussi le besoin des artisans, des commerçants, voire même des entreprises sur son territoire. Nous sommes sur un secteur rural. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur le territoire. Mais nos compétences, en fait, sont essentiellement tournées vers le traitement et la valorisation des déchets. Alors, c'est vrai que dans notre conception, en tout cas au CITEVOM, c'est une conception assez large. On a on a la définition de nos missions dans les statuts, mais c'est vrai qu'on a un peu été pousser les curseurs parce que ça répond aussi à un besoin sur un territoire comme le nôtre, d'organiser, de structurer et de le faire, on va dire, à une échelle suffisamment importante pour pouvoir développer des outils. Donc notre première mission, c'est vraiment le traitement des déchets et leur valorisation
mais aussi finalement d'inventer des solutions et de répondre en tout cas à des problématiques peut-être particulières liées à notre territoire et à son caractère rural. Ouais, OK, je comprends. Donc, pour, reformuler un peu les choses et s'assurer qu'on se comprenne bien tous, en gros, vous avez, 3 éléments de la chaîne de valeur de la gestion des déchets sur lesquels vous allez intervenir. La pré-collecte, où là, vous allez, mettre en place, des points de collecte, pour que les administrés, donc les habitants du territoire puissent, apporter leurs déchets. Dans cette pré-collecte, moi, j'avais aussi noté les actions de sensibilisation qui sont super importantes, et on en reparlera plus tard. Ensuite, vous avez toute la partie, collecte et transport où là, en fait, il s'agit, d'apporter le déchet qui a été déposé par un administré jusqu'au point de traitement et de revalorisation, je vais y arriver, du déchet en question. Donc, en gros, c'est, l'enlèvement des déchets pour l'emmener, vers le centre de traitement. Et le dernier maillon de la chaîne, vous l'avez bien dit, c'est toute la partie, traitement, revalorisation. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce déchet? Est-ce qu'on le détruit? Est-ce qu'on le revalorise en transformant, sa destruction en électricité ou en énergie? Est-ce qu'on le revalorise en lui donnant une seconde vie, réemploi? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, hein, avec, la réglementation qu'on peut avoir, on pousse énormément vers l'économie circulaire. Donc le déchet revient en fait en tant qu'objet, remanufacturé dans le circuit économique, classique. Voilà, donc vous allez vraiment gérer toute la chaîne de valeur, du moment où, vous allez, expliquer aux gens, comment optimiser, en fait, leur gestion à eux, des déchets, jusqu'au moment où vous allez donner, soit une seconde vie, soit détruire ce déchet, quoi. Moi, c'est ce que j'avais noté. Donc c'est un périmètre qui est quand même, super large, quoi. Oui, oui, le périmètre est large, les missions sont grandes. Alors c'est vrai qu'elles sont néanmoins partagées puisque, on va dire la partie vraiment collecte, normalement, est toujours assurée par nos adhérents qui sont des syndicats de collecte ou des intercommunalités, des EPCI, qui ont eux cette mission, de collecte. Néanmoins, et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de rééchanger là-dessus, on a aussi une particularité, c'est que on a une régie, qui s'occupe d'une partie de la collecte et notamment des flux, qui proviennent de nos déchetteries, des 35 déchetteries du territoire. Mais je pense que vous avez raison, c'est, essentiel aussi d'appuyer sur, le côté communication. Alors nous, on appelle ça sensibilisation. Ça recoupe finalement à la fois la communication et puis ce volet peut-être plus pédagogique encore, à destination, bah, des habitants du territoire, des différents publics. On accentue beaucoup la communication, expliquer ce que l'on fait pour, proposer des solutions aussi à nos habitants. C'est vraiment notre manière de voir les choses et en particulier de s'adresser aux jeunes générations, aux enfants et de toucher, par là, on va dire un public qui est déjà un peu sensibilisé, naturellement, à ces questions de manière, plus large d'ailleurs sur l'environnement et même bon voilà sur nos spécificités, notre thématique déchets. Mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi de rencontrer les publics, de comprendre leurs questionnements, d'adapter aussi les solutions et d'être en échange avec les habitants de notre territoire. Ça reste, une de nos vraies volontés aussi de rester en lien avec le territoire, c'est essentiel. Ouais. Pour être, très concret, vous publiez des chiffres qui sont super intéressants. Vous avez réussi à réduire de 50 les ordures ménagères qui sont, produites sur, le territoire que vous traitez et à augmenter, le tri dans des proportions, assez impressionnantes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Donc, quel est le territoire que vous couvrez et justement sur ces 2 pôles-là, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir? Oui, alors c'est vrai que notre territoire est un grand et vaste territoire, hein, puisqu'il couvre un périmètre qui est, celui du département de la Haute-Saône, mais aussi une petite partie dans le Doubs pour, là aussi des raisons de structuration de territoire et notamment de collecte. Il y a une partie, il y a 2 communautés de communes dans le département voisin qui nous ont rejoints et ce grand territoire alors qui est, à dominante, très rurale, hein, on est, on est 260 000 habitants et avec un territoire qui, vous voyez, est plus qu'à l'échelle départementale. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est une particularité qui explique aussi notre nécessité de nous organiser, de nous structurer pour permettre à nos habitants de disposer aussi d'un service public efficace.
Et depuis très longtemps, effectivement, le travail a été fait, hein, c'est à partir de l'année 2008-2009 que, nos élus ont pris véritablement un tournant, dans leurs orientations avec une focale, celle de d'abord réduire les déchets, et notamment les déchets, ordures ménagères résiduelles. Et puis, 2e levier, j'allais dire, et deuxième volonté aussi, c'est d'aller, vers les meilleures solutions de valorisation. Parce que finalement, ça fonctionne, avec ces 2 volets. On ne peut pas être que sur la réduction des déchets. On a malheureusement, à constater que les déchets sont toujours là, mais quelle solution on a pour mieux les valoriser? Ça peut être aussi une réponse finalement à cette production de déchets. Donc c'est vrai que notre ancrage territorial, les orientations très, très tôt de notre territoire et la volonté de nos élus a été de, voilà, dans cette direction, ce qui fait que, toutes les actions que nous avons menées, nous avons mis par exemple dès 2009 en place le 1er plan de réduction, des déchets. C'était le premier à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Ça a été, voilà, de se donner des caps, de se donner des orientations, et toutes ces actions ont été menées dans ces mêmes directions. Donc ce qui fait qu'effectivement, on a des résultats assez, assez significatifs, on va le dire comme ça. Je dis souvent, on ne sait pas si c'est nous qui sommes très bons ou si c'est les autres qui sont, moins bons que nous, mais finalement, c'est un peu un mix des 2. Nous, on a l'antériorité, on a cette volonté, d'antériorité qui fait que, mais on a réussi effectivement à renverser un peu la vapeur et la production d'ordures ménagères sur notre territoire, sans traumatiser non plus nos habitants, a été réduite effectivement de 50. Bon, il y a pas mal de raisons, hein, il y a cette volonté, il y a des outils qui ont été mis en place, je pense en particulier au système de tarification incitative, hein, qui a permis aussi de donner, on va dire, la main, aux habitants en disant: «Ben, voilà, c'est vous qui êtes, on vous fixe les règles, nous on vous donne les outils, on vous donne toutes les conditions, mais maintenant c'est à vous de jouer, on vous explique, on fait de la pédagogie et c'est à vous de gérer aussi vos ordures ménagères». Et finalement, ça marche, ça fonctionne. Et puis en parallèle de ça, de donner aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est des solutions de valorisation, de mieux valoriser nos déchets, Et ça, on va de y pouvoir, arriver, utiliser ces ressources, quoi. ouais, on va y arriver par la suite. Mais du coup, Mmh, pour bien comprendre, donc en 93, hem, le territoire, certaines collectivités du territoire décident de constituer le site EVOM. Depuis, les missions n'ont pas arrêté de s'étendre. En quelques mots, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix d'un syndicat plutôt que de travailler chacun en direct, puisqu'ils ont la compétence gestion des déchets, avec des entreprises au niveau local? Qu'est-ce qui a amené en fait à la création du site EVOM et à l'augmentation en fait de ces missions et très probablement du nombre d'adhérents de collectivités participantes, quoi? oui. Alors c'est vrai que le choix premier, 1993, c'est de créer finalement ce syndicat qui avait, à l'époque, plutôt une mission, d'étude, on va le dire comme ça, de réflexion mise en commun entre, certains EPCI, certaines intercommunalités de l'époque. C'était un premier acte pour, se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut le faire?» Parce que, il fallait imaginer, mais je pense qu'on a aussi un peu, toujours cette même situation, qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément, bon, les mêmes obligations, les mêmes, attentes, on va dire, par rapport aux déchets, et qu'on était dans, vraiment les prémices de réflexion pour, créer des outils. Donc c'est vrai que quand je dis des outils, je pense aux équipements, pour justement la valorisation de ces déchets ou leur élimination. Donc le site EVOM a été créé par, finalement déjà une première volonté des élus, du territoire de réunir leurs forces, parce qu'il faut imaginer que sur un territoire rural comme le nôtre, on est plutôt sur des petites intercommunalités. La moyenne, de population regroupée, c'est 20 000 habitants, donc les budgets sont également à la mesure, de la taille de ces intercommunalités. Donc aucune pouvait, à elle seule, envisager, de créer des outils
ou de construire des équipements. C'était pas En possible. gros, on est sur un métier, sur des missions qui nécessitent, ce qu'on appelle en entreprise des gros CAPEX, quoi. C'est-à-dire que ça nécessite des investissements quand même, relativement conséquents pour pouvoir, monter, les déchetteries, les centres de tri, les unités de revalorisation et surtout avec la loi qui évolue, en gros, ça pousse à l'investissement même de manière, assez permanente et constante puisqu'il faut réinventer des métiers et des manières de traiter le déchet. Oui. Donc, OK, Alors non mais c'est vrai que ouais, ouais. au démarrage effectivement, je pense que le constat a été fait de se dire: «Bon, ben, voilà, les collectivités sont en charge d'un service public». Un service public, qui, demande, voilà, pas mal d'investissements si on veut effectivement le rendre performant, le doter d'outils. Il y avait déjà un premier choix, c'était de se dire, soit on fait pas ces outils, on les construit pas sur notre territoire et on accepte l'idée d'aller exporter nos déchets, bah, dans les territoires voisins. Et D'accord. ça, ça a Des dû être élections, quand même OK. une première réflexion. Et puis après, il y a la méthode et il y avait aussi probablement le constat, de se dire, comment, par quel biais on peut le faire? Est-ce qu'on le fait tout seul? En tant que service public, on garde effectivement la main, la maîtrise. Est-ce qu'on va s'adresser, aux partenaires privés et aux entreprises privées? Et force était de constater qu'à l'époque, déjà, on avait une faiblesse quand même sur notre territoire. On n'avait pas forcément une grosse présence, des entreprises un peu majeures, j'allais dire, du domaine des déchets. Et ça reste quand même un peu, ce constat-là encore à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que le choix, c'était d'abord de réfléchir et il a fallu effectivement déjà commencer à travailler ensemble, se comprendre, aller vers un 1 résultat, c'était de se dire: «On met en commun, déjà ce dont on dispose» et il y avait déjà à l'époque quelques déchetteries, publiques qui étaient créées. Donc la première étape pour, la première compétence, on va dire, gérée par le Citevum à l'époque, on est déjà, presque fin des années 90, c'est la gestion, on va dire, des déchetteries et en particulier, de ce qu'on appelle dans le métier le bas de quai, c'est-à-dire, plutôt des filières, de valorisation, ou d'élimination, derrière ces déchetteries. Ça, c'était le premier acte et en parallèle de ça, il y a eu, mené donc cette grande réflexion pour se dire: «Ben, à un moment, il va falloir arrêter, d'enfouir les déchets». Ça n'a pas de sens d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique et comment on peut valoriser avec, des outils modernes. En particulier, la première réflexion, c'était de porter la création d'un incinérateur pour, mieux valoriser, en fait, les ordures ménagères. Et là, voilà, il y a eu, toute une période de réflexion, avant d'aboutir véritablement à la constitution de ces outils qui sont arrivés, plutôt, dans le milieu des années 2000. Oui, oui, bah, il a fallu le temps de faire les preuves pour ensuite pouvoir, je suppose, s'étendre et gagner en compétences, quoi. Mais, Oui. et du coup, vous, ça veut dire que, pour travailler avec les collectivités sur certains sujets, vous répondez aussi à des appels d'offres? Vous pouvez être en concurrence avec, des entreprises? Alors ça nous arrive, hein, Ouais. c'est un peu aussi notre particularité, c'est de se dire on est habitué à parfois répondre, j'allais dire et à trouver des solutions par nous-mêmes. Mmh. C'est pas forcément ce qu'on aime et c'est pas forcément ce qu'on privilégie, mais à défaut finalement de pouvoir, trouver, des entreprises, et d'avoir des réponses adaptées à nos volontés, à nos souhaits, c'est vrai que parfois on se positionne. Ça nous est arrivé à quelques reprises, hein, c'est quand même pas non plus, Oui, notre quotidien, c'est pas tous les 4 mais matins, quoi. c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas et c'est quelque chose pour laquelle, effectivement on a déjà, répondu par exemple, à des appels d'offres lancés par des éco-organismes où sur notre territoire, bah, il y avait pas forcément pléthore de possibilités, de réponses, privées et donc, on a, structuré, nous, une organisation avec nos outils, maintenant développés, qui nous permettent aussi, voilà, Mmh. d'être aussi une réponse, une solution quand il y a pas, de réponse, on va dire au niveau privé. Voire même, et ça on apprécie aussi, de faire une réponse conjointe parfois. On s'est déjà permis de faire des réponses conjointes à des marchés avec, des partenaires privés.
qui sont un peu rassurés aussi, parce que voilà, on a une taille sur notre territoire, on connaît notre territoire, on est gestionnaire des déchets, notamment en provenance de notre réseau de déchetterie. Et puis, nous, ça nous rassure aussi d'avoir un partenaire privé, bah, voilà, qui sait où il va, qui a déjà son existence au niveau local. Donc, c'est aussi des modèles, voilà, complètement, adaptables. En tout cas, on ne s'interdit rien et on s'interdit en tout cas pas de trouver la meilleure solution. Et Ouais, c'est parfois, la meilleure intéressant. solution, c'est effectivement de collaborer avec, le public, le privé, ou parfois, de laisser le privé, Prendre sa vivre place. sa vie, j'allais dire, parce que c'est plus pertinent. Et puis parfois de répondre aussi, nous-mêmes, parce que, il y a pas d'autre solution et puis qu'à quelque part, on est assez, je dirais même légitime, voire, pertinent dans la réponse qu'on peut apporter, sur nos problématiques de territoire. Donc en gros, si je resynthétise, parce que c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant quand j'ai travaillé, cet épisode et que je me suis renseignée sur le site EVAM, c'est qu'en gros, vous allez remplir, plusieurs fonctions. La première, c'est d'être là où les entreprises ne sont pas. Donc, vous le disiez, un territoire rural qui est pas forcément couvert par les gros donneurs d'ordre, qui auraient pu être en capacité, de déployer les infrastructures et les services, tels qu'attendus en termes de qualité par les administrés. La deuxième, ça va très probablement être aussi de pouvoir avoir une taille suffisante pour pouvoir, enfin, en mutualisant en tout cas les besoins, de pouvoir atteindre une taille suffisante pour, pour réussir à faire en sorte de rentabiliser tout ça, d'avoir une logique quand même économique. Et le troisième axe, c'est vraiment une collaboration raisonnée et très orientée résultat, j'ai l'impression, avec les entreprises qui sont présentes sur le territoire. Donc, en travaillant encore une fois, hein, j'ai vu qu'il y avait pas mal de systèmes qui pouvaient coexister, enfin que vous, en tout cas, vous pouviez orchestrer au sein du site EVOM. Heu, En premier point, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a certains services que vous opérez en direct. Vous avez une régie avec une flotte de camions qui gère le transport. Vous avez, des déchetteries que vous avez, construites vous-même. J'ai l'impression que vous en gérez d'autres pour le compte de collectivités. Donc là aussi, vous avez des modèles un peu différents. Vous avez construit une unité de valorisation énergétique, donc une UVE, qui est aujourd'hui prise en charge par Suez à travers un appel d'offres classique. L'un de vos centres de tri est géré à travers un marché global de performance. Vous avez mis en place des partenariats d'innovation. En gros, on est sur une technicité contractuelle et une capacité à jouer avec euh, le code de la commande publique, mais aussi derrière la nécessité de service public, qui est très importante. C'est-à-dire que soit vous y allez en direct, soit vous y allez en collaboration avec, et toujours sous des formats contractuels qui sont du moins différents, et donc je suppose adaptés à ce que vous cherchez à atteindre derrière. Comment est-ce que vous faites pour arbitrer entre ce que vous faites vous-même et ce que vous faites faire? Euh, Comment est-ce que ces choix-là sont pris au démarrage? Alors c'est vrai qu'on essaye d'utiliser toute la panoplie, on va Ah oui, là, dire, de c'est ce qui est permis dans le code, des marchés publics, hein. Mais pas que. À quelque part, on s'interdit pas voilà, de réfléchir et de trouver finalement, la meilleure réponse à une problématique. Et pour faire ce choix, en fait, c'est vrai que c'est pas un choix qui est, généralement déjà, prédéfini, préconçu. On repose les problématiques, et en fonction de tout ça, on se dit: «Mais c'est quoi la meilleure solution? Comment on peut travailler?» Je vais vous donner un exemple, je pense, vous l'avez évoqué, hein, on est propriétaire d'un centre de tri, et c'est vrai que par le passé, on a démarré avec une contractualisation, marché, d'exploitation, on va dire, classique. Et puis, à côté de tout ça, on avait besoin de faire des travaux, en fait, sur notre ligne et sur notre process de tri qui devenait, voilà, un petit peu obsolète et qu'il fallait revisiter. Et on s'est dit finalement, la meilleure solution, nous, on n'est pas tellement sachant, sur la partie technique. Et puis, si on va trouver une entreprise qui va nous réaliser les travaux, l'entreprise va réaliser les travaux, puis après elle va s'en aller. Et puis après, elle va confier finalement, le process à un exploitant qui lui va aussi exploiter avec, les contraintes j'allais dire, du nouveau process qui lui sera livré. Donc on s'est dit finalement, est-ce que la meilleure des solutions,
pour le centre de tri, c'est pas au contraire de lancer un marché global de performance parce que d'abord, ça permet finalement de donner la main, à l'exploitant qui a aussi la casquette finalement de constructeur et qui du coup, ben, va aussi avoir le même intérêt que nous d'avoir en fait un outil qui va être, le plus performant, le mieux adapté à notre besoin, à l'évolution de ce besoin et de posséder finalement tous les leviers pour aller, au résultat. Et là, on a trouvé finalement une formule qui est, parfaitement adaptée pour le centre de tri, mais qui du coup n'est pas celle que l'on a choisie par rapport à notre UVE, parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux. Le centre de tri, on a quand même beaucoup de notions de performance. Donc l'idée, c'est aussi de travailler en vraiment, co-construisant, la solution, du process et puis derrière, avec le marché global de performance, ça nous permet aussi d'aller challenger finalement notre partenaire privé, de se challenger aussi parce que nous aussi, on a des obligations, notamment sur la matière que l'on va apporter et puis, bah, de continuer à travailler en permanence avec, des indicateurs que l'on partage, des résultats que l'on va partager au travers de bonus que l'on va renvoyer à notre partenaire s'il a réussi à atteindre les objectifs et si, j'allais dire même, on a réussi collectivement à atteindre ces objectifs et inversement, de pouvoir utiliser aussi des leviers en se disant: «Attention, là, on n'est pas bon, il faut aussi, performer, mieux là-dessus, aller chercher finalement la performance là où elle est intéressante, là où elle est pertinente et c'est finalement la solution, qui était, idéale pour le centre de tri, mais qui peut pas être forcément, celle à transposer dans l'ensemble de nos autres, Mais alors, consultations ou de la gestion de nos autres outils. du coup, je fais une petite parenthèse pour revenir sur la différence entre un marché global de performance et un appel d'offres classique, pour être sûr que tout le monde, enfin, qu'on ait bien tous les enjeux en tête. Donc, c'est un marché public, hein. Sauf que, au lieu d'acheter une prestation, on va acheter le résultat de la prestation. Donc, dans un appel d'offres classique, en fait, on achète le moyen, la prestation, le fait de réaliser une action. Dans le marché global de performance, on va acheter un résultat, d'où la mise en œuvre d'indicateurs de performance. Et donc, il y a un enjeu fort d'être capable d'identifier les indicateurs de performance les plus pertinents pour être sûr de ne pas mesurer quelque chose qui ne permettrait pas d'avoir le service le plus qualitatif possible. Donc vous, ça nécessite que vous ayez une expertise et une compétence forte sur le sujet que vous donnez à prendre à un prestataire à travers le marché global de performance. Euh, c'est pas non plus une délégation de service public dans laquelle le prestataire aurait le risque d'exploitation à 100% sur ses épaules. C'est-à-dire que vous gardez quand même un pied dans l'exécution de la prestation, vous gardez le risque d'exploitation malgré tout, si jamais il y a un problème, ça pèsera sur votre budget. En revanche, vous vous assurez d'avoir une prestation qui est rendue avec un niveau de service peut-être maximal, optimal, parce que vous avez mis en place ces indicateurs de performance. Pour revenir sur le centre de tri, justement sur ce marché global de performance, pourquoi vous n'avez pas fait une DSP au moment où vous avez mis en place le marché global de performance? Enfin, est-ce qu'il y avait euh, une volonté de garder la main sur cette expertise malgré tout? Enfin, qu'est-ce qui a présidé à ce choix? Oui, alors notre volonté, mais c'est vrai que je l'ai pas trop dit, mais on aime bien aussi assumer en fait, Ouais, quelque part, les choix et comme on est propriétaire des équipements, oui. c'est vrai que ça a été un peu dans notre ADN de se dire que, on devait garder à quelque part la main, sur la on va dire sur la gestion, sur la bonne gestion, sur l'évolution. Parce qu'à quelque part, on peut pas, nous aller, se fixer des objectifs en termes de performance du territoire, essayer de continuer à progresser sans totalement se délester, j'allais dire, de la gestion d'un équipement qui nous aurait échappé. Donc en fait, Ouais, on a c'est trouvé ça. cette solution comme étant le parfait élément de dire on garde, on garde la main et je vous assure que dans la gestion du quotidien, c'est vrai qu'on est encore impliqué. Alors ça peut des fois peut-être paraître pesant pour notre partenaire privé, mais il a compris que finalement, alors en plus, la particularité, c'est que notre siège
et également, le lieu où il y a les 2 outils, hein, le Oui, centre de donc tri et l'UVE. Donc finalement, on peut aller se promener assez facilement, d'accord. là à 200 mètres, pour aller, voir un peu ce qui se passe. Mais c'est jamais en fait quelque chose qui est mal pris par notre partenaire privé. C'est au contraire de se dire: «Bah, c'est le moment d'échanger, sur un dysfonctionnement, sur quelque chose qu'on a peut-être, raté», et tout ça, c'est aussi pour, pas pour faire du flicage parce que l'intérêt c'est pas là, mais en fait, ils ont parfaitement bien compris qu'on avait un intérêt commun, c'est d'aller, vers la meilleure performance, et eux pour être mieux rémunérés et nous pour se dire: «Bah, c'est notre objectif», et d'utiliser aussi finalement toutes leurs compétences, leur savoir-faire dont on ne dispose pas, hein, c'est clair, hein. Et peut-être petite précision aussi, c'est vrai que vous l'avez évoqué, au début, pour définir en fait, ce modèle, ce MGP, pour définir tous les indicateurs, bah, on a déjà travaillé en amont avec un bureau d'études, spécialisé, qui nous accompagne, non seulement dans la construction du MGP, mais finalement aussi tout au long, de l'exploitation, qui, tient, on va dire, compte, et qui, tient un compte, on va dire, précis des indicateurs, de la manière de réussir, et qui est toujours aussi en accompagnement avec nous et entre nous et finalement l'exploitant. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que sans ça, hem, on pourrait définir des choses qui seraient trop, peut-être trop vagues, trop éloignées Pas du mesurable quotidien. ou ouais et pas les bons enfin, moi enfin justement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans votre expérience, pour avoir fait, un peu de contrôle de gestion dans ma vie, on sait très bien que un indicateur à partir du moment où il est suivi, déjà de fait, il s'améliore. Il y a un espèce d'effet, comme ça porte du focus dessus, bah, nécessairement on va, inconsciemment mettre en place, les actions qui vont permettre de l'améliorer, déjà par défaut. Mais parfois, juste ça va générer des effets de bord. Donc un indicateur qui est mal choisi, en fait, on va se concentrer énormément dessus, quitte à oublier certains pans, de l'exploitation de la prestation et du coup générer un effet de bord qui serait défavorable sur le résultat général, que pourrait atteindre le service. Donc, il y a une technicité, une criticité, au moment où vous faites le marché pour choisir les bons indicateurs qui est super forte. Enfin, c'est je trouve ça très intéressant. Vos indicateurs, ils sont de quelle nature? C'est des indicateurs financiers? C'est des indicateurs opérationnels? Est-ce que c'est des indicateurs qui vont mesurer le résultat obtenu ou les moyens mis en place? Vous voyez, comment est-ce que vous avez, structuré cette approche? Quel est le juste équilibre que vous avez réussi à trouver? Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend. Alors sur le choix des indicateurs, effectivement, on est un peu sur un mixte, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des indicateurs très opérationnels parce qu'on est quand même sur des outils, techniques. Donc, on va aller chercher, j'allais dire, à définir, des niveaux de performance, des niveaux de qualité, on va dire, à l'intérieur, du process. Mais on est aussi sur des indicateurs un peu hybrides. C'est-à-dire qu'en fait, ils se basent sur des données, techniques, mais ils se traduisent aussi en coûts, et même, dans la manière aussi de gérer les ressources. C'est-à-dire qu'à quelque part, certains indicateurs permettent de corriger aussi, l'affectation des ressources, notamment des ressources humaines, D'accord. puisqu'on a quand même, bon, une partie du process qui est très automatisée, très, sans présence en présence de nombreuses machines et de nombreux outils. Et puis on a une partie qui est vraiment la partie, ce qu'on va appeler, affinage, le contrôle qualité, avec des hommes et des femmes. Et donc, parfois certains indicateurs nous permettent de se dire, bah, tiens finalement, c'est pas la peine de mettre 4 personnes à cet endroit-là. On voit qu'on a des performances satisfaisantes, donc on va pas aller chercher à pousser la qualité, c'est pas la peine, puisqu'on a des standards et on les respecte.
et on va aller plutôt affecter cette personne, sur une autre, typologie de matière. Donc c'est vrai que ces indicateurs, ils permettent de faire vivre et ils nous sont transmis, régulièrement. Ils font l'objet d'un bilan, on se voit tous les trimestres entre nous, la collectivité, l'exploitant et le bureau d'études qui nous accompagne pour justement, constater, partager, et réajuster finalement certaines choses, au fil de l'eau. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, quelque chose qui est très appréciable parce que ça permet vraiment de corriger sans attendre, des défauts ou des choses qui évoluent. On n'imagine pas, mais dans le domaine des déchets, la composition de ce que l'on nous amène en termes de flux, peut, varier, en fonction des saisons, en fonction, voilà, des modes de consommation. Donc il faut aussi qu'on soit totalement réactif et cette réactivité, c'est vrai qu'on l'a avec ce suivi d'indicateurs, quels qu'ils soient. Et C'est impressionnant. et effectivement, il y a bien la conséquence souvent financière derrière, mais elle n'est qu'en deuxième partie finalement. On est quand même, sur plus, des indicateurs techniques d'abord, qui nous permettent de piloter, qui permettent à l'exploitant de piloter l'outil et qui ensuite induisent des conséquences financières sur lesquelles, on peut agir, quoi. C'est hyper impressionnant. J'avais pas mesuré à quel point, ça vous permettait d'avoir un impact fort, et un regard sur la manière dont était pilotée la prestation, mais du coup, piloter votre centre de tri qui vous appartient, c'est un patrimoine. Et en gros, à travers le marché, vous atteignez un double objectif. Enfin, c'est pas simplement une prestation qui serait rendue, au meilleur niveau de qualité, celui que vous avez défini, mais c'est aussi la valorisation du patrimoine centre de tri, à savoir, quelles sont les bonnes pratiques, comment est-ce qu'il doit être organisé, comment est-ce qu'il doit être géré, où est-ce que je mets les ressources et tout. Donc vous avez quand même ici une porte d'entrée pour garder la main effectivement sur cette expertise. Vous la perdez pas. En fait, c'est pas parce que vous avez mis cette activité-là en marché public et donc gérée par une entreprise tierce, enfin un acteur tierce plutôt, une entreprise privée, que vous perdez la main sur l'expertise et sur la compétence. J'avais pas mesuré à quel point c'était fort en fait, comme interaction et comme collaboration en fait avec le prestataire. On parle Euh, également de technique, quoi. On arrive à parler de technique. ouais, On est c'est super accompagné par intéressant. le BE qui nous a bien éveillés sur, vraiment ces enjeux techniques. Mais en fait, c'est vrai qu'à quelque part, derrière les indicateurs, ça traduit, même là, on est en train de réfléchir par rapport à des améliorations et ces améliorations, si elles sont proposées par l'exploitant, elles sont, complétées par ce que l'on peut apporter nous aussi en disant: «Mais attendez, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Si on met un nouvel outil là, OK, on va gagner de la performance». Mais il faut imaginer en plus qu'on n'est pas des obsédés de la performance, on va juste se mettre, je disais tout à l'heure, on n'est pas allé chercher par exemple 100 de qualité, dans ce que l'on va aller valoriser, dans les filières de recyclage. On a des marges, de tolérance qui sont prévues par les repreneurs. On va se mettre dans cette marge-là. On ne va pas aller chercher à faire de la qualité à 100 parce qu'on sait que ça sera, C'est de la mobilisateur surqualité après. de En moyens fait, on veut et atteindre ça n'a pas l'objectif. d'intérêt. Ouais, ouais. Mais par contre, on sait que, il y a, un intérêt à aller chercher, par exemple certains produits, qui sont peut-être perdus dans la fraction, on va dire, qui est pas captée et on en définit l'enjeu, économique et on se dit que finalement, en traduisant ça en enjeu économique, ça nécessite, pourquoi pas, y compris un investissement, qui sera, pour le coup, financé par la collectivité. Et ça, on en décide finalement ensemble avec, l'exploitant, le BE et nous, la collectivité. Et du coup, là, ça fait longtemps qu'il est mis en place ce MGP. Est-ce qu'on peut tirer un peu des conclusions? Est-ce que les objectifs déjà de performance sont atteints? Enfin, vous voyez, est-ce que vous estimez que le niveau de qualité que vous attendiez est atteint? Et au total, mais je sais, c'est toujours compliqué de mesurer ce genre de choses, mais est-ce que vous pensez que le MGP aujourd'hui est plus performant que si vous aviez géré en direct? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment aussi la performance économique, pas simplement celle du service rendu, mais la performance économique qui se retrouve derrière? Enfin, quel est le bilan que vous pourriez en tirer aujourd'hui après ces années d'exploitation sous cette forme? Oui, alors c'est intéressant parce qu'on est déjà, c'est la fin déjà du deuxième MGP et on est en train d'en relancer un 3e qui, prendra effet, fin 2026.
Donc oui, on a déjà du recul. Le premier, j'allais dire, il nous avait laissé, on va dire un certain petit, voilà, goût d'amélioration, on va dire. On n'était pas, très satisfait du premier parce que, ben, c'est vrai que dans la détermination des indicateurs, dans l'outil qui était, l'outil, de cette première phase, on n'était pas du tout, j'allais dire, satisfait, des mesures. Et le deuxième, celui qui est en train de s'achever là, pour le coup, on a totalement corrigé, les défauts du premier. On a été vraiment à déterminer, des choses, évolutives au cours du MGP aussi, parce que, faut avoir la capacité de s'adapter. Et ça, c'était quand même, aussi une de nos exigences dans ce précédent marché. C'est de dire à un moment, il faut qu'on ait des outils, adaptables, évolutifs, parce qu'on est dans un monde qui bouge, on est Bah oui. Ouais, ouais. on l'évoquait, hein, une consommation qui évolue, mais on est aussi, je ne l'ai pas trop évoqué, mais on a beaucoup de partenariats aussi avec d'autres collectivités extérieures et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas tout à fait les mêmes typologies de déchets, particulièrement au travers de la collecte sélective. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, mais Non, c'est les intéressant. déchets Ouais, ouais. les déchets, en fait, se composent, on va dire de matières fibreuses, de matières, plastiques, de matières, voilà. Et en fait, le ratio et la composition est très différent d'un territoire. On peut l'imaginer, entre un territoire rural et un territoire urbain, mais pas que. Dans l'année, voilà, et dans le travail aussi qui a été fait par les collectivités, sur, la communication, la sensibilisation des publics. Ce qui fait qu'en fait, notre outil, il doit être aussi adaptable à ces typologies de collecte qui peuvent arriver. Et donc c'est vrai que le bilan économique, alors nous, on le traduit avec un indicateur, c'est finalement les recettes qu'on va aller chercher à optimiser tant au niveau finalement de la revente des matières, puisqu'en fait, quand on va aller, recycler, et revendre, on revend finalement à un repreneur de matière, donc on va valoriser, des tonnes, et puis on a le volet en fait soutien des éco-organismes qui là aussi, nous invite à de la performance. Et en fait, on sait que, on fait partie des quelques collectivités à l'échelle nationale qui avons optimisé nos niveaux de soutien financier, notamment en provenance des éco-organismes. Donc ça, c'est un bon indicateur. Et puis, il y a un autre indicateur sur lequel on est, nous aussi, très regardants, c'est de maintenir un coût d'exploitation le plus optimisé, le plus faible, on pourrait dire, mais on va dire le plus optimisé. C'est-à-dire que là aussi, on va chercher à minimiser, on va dire, les coûts pour l'exploitant. Et ça, c'est un travail qui est aussi fait. Et quand on se compare à l'échelle nationale, on voit qu'à la fois, on a un centre de tri performant qui va aller chercher à optimiser les recettes financières et en même temps, on va chercher aussi à optimiser nos coûts et à les limiter. Donc on s'aperçoit que là, pour le coup, le MGP nous a été très très favorable dans cette C'est deuxième super partie. intéressant. Et c'est pour ça qu'on a envie de continuer sous cette forme avec encore peut-être des innovations, des améliorations pour l'avenir, mais encore avec une base qui va vraiment ressembler à celui que l'on vit actuellement. Je vais vous amener à prendre la casquette, de l'autre côté, mais en gros, demain, une entreprise qui se positionne sur un MGP, hem, qu'est-ce qu'elle doit regarder pour s'assurer que le contrat est bien équilibré et qu'est-ce qu'elle doit mettre en avant, en termes d'expertise et de compétences pour s'assurer que ça se passe bien, une fois le marché remporté? Alors, j'aurais tendance à dire d'abord, en fait, il faut déjà partager cette philosophie. Ouais. Parce que, c'est vrai que, bon, les entreprises maintenant, je pense, ont l'habitude parce que le marché global de performance est quand même maintenant un outil, un vecteur, de contrat qui est quand même assez fréquent, Surtout dans vos depuis ces métiers. dernières Enfin, années. En oui. particulier, on le voit sur la gestion des équipements, de gestion de traitement des déchets. Mais, donc les entreprises ont déjà un peu plus Mmh. l'habitude. Après, c'est vrai que, on l'a peut-être pas, encore trop évoqué, mais il y a vraiment 2 volets dans le MGP. Il y a la partie exploitation et puis il y a la partie investissement. Et l'investissement doit être à la fois proportionné, donc l'entreprise doit pouvoir trouver la meilleure manière de se dire que, voilà, Mmh. s'il y a une enveloppe budgétaire, il faut trouver la meilleure manière d'optimiser. Donc là, il faut vraiment s'approprier le process. C'est vraiment connaître le process, déjà, interne existant et d'aller être capable de projeter ce process avec des améliorations. Et puis ensuite, sur la partie exploitation, c'est presque un autre métier. Donc
il faut presque avoir 2 compétences. La Ouais, compétence de constructeur finalement d'un process, mais avoir aussi en tête comment on va l'exploiter derrière pour en faire, ressortir le meilleur et hem enfin, pour moi, la clé, c'est, dans l'échange, préalable et dans la procédure du MGP, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un dialogue compétitif. voilà, C'est qu'on va ouais. aller sélectionner un certain nombre d'entreprises, de dossiers dans une première phase de présélection, de candidature et ensuite on va aller avec, 1 ou 2 séances d'audition, et bien, sur la base d'une première offre, l'entreprise va venir, échanger, discuter avec le Mmh. jury, essentiellement composé de personnes de la collectivité, mais aussi d'experts et c'est dans la co-construction de la solution qu'en fait réside Oui, hem, la solution et il faut que finalement le partenaire privé ait la capacité de bien comprendre et oui, d'intégrer les souhaits de la collectivité et puis que la collectivité accepte aussi d'écouter, les propositions qui peuvent être faites et finalement, c'est, les 2 qui vont se rejoindre, qui vont construire la meilleure offre possible pour, voilà, la durée oui. du marché, quoi. Oui, parce que ça paraît compliqué, en fait, dit comme ça, hein, savoir, bien comprendre, réussir à s'approprier les process, de l'unité, enfin, vous voyez, de la prestation, en tout cas, qui est ciblée par le marché sans si on n'a pas encore mis les pieds, sur le site en particulier et qu'on connaît pas, la manière dont ça fonctionne, ça paraît presque impossible, quoi. Donc le dialogue compétitif, en fait, c'est, la procédure un peu, obligée pour, réussir à remettre, du dialogue, de la co-construction, de la coordination en amont et éventuellement, corrige ta copie parce que ça tu as pas compris, mais ça se passe pas de cette manière-là Exactement. et s'assurer d'avoir une diversité de répondants quand même, enfin de du coup, de pas être Essentiel, oui. enfermé dans une relation parce qu'en fait, vous pouvez faire un marché, mais si personne ne répond, vous restez enfermé dans une relation que vous pourriez éventuellement subir, avec un acteur qui peut ou peut ne pas faire l'affaire. Hem, Là, il y a un vrai enjeu de réussir à ouvrir le dialogue avec des acteurs, divers et variés. Ça représente un coût pour tout le monde, hein, ça représente un coût pour vous, ça représente un coût pour les entreprises. Donc c'est vrai que, il y a le je trouve que c'est un bel objet, heu, qui permet d'atteindre plein d'objectifs, mais effectivement pas si simple à mettre en œuvre, quoi. On est sur des gros donneurs d'ordre, avec, derrière les moyens, alignés à l'enjeu, on va dire. Oui, oui. Non, mais c'est clair, hein, c'est clair que, bah, on s'aperçoit qu'il y a très peu de challengers, en fait, qui sont en capacité de répondre parce que, bon, ça reste quand même relativement, effectivement, un investissement pour une entreprise, hein, que de se lancer là-dedans. C'est une procédure qui dure à peu près 18 mois, hein, enfin, entre le moment où la collectivité lance, le premier appel à candidature et puis le moment où la décision finale est prise, il y a à peu près 18 mois et 18 mois de finalement de travail, d'appropriation pour, l'acteur privé qui va investir, du temps, des moyens pour, comprendre le process, aller vers, l'écoute aussi des attentes de la collectivité, travailler sur des choses innovantes, adaptées et voilà, pour au final, finalement, voilà, peut-être ne pas être retenu. Donc c'est vrai que Ah oui, 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 c'est un c'est un vrai challenge jeu, mais c'est très en tout cas, nous, on le vit très positivement et je pense que voilà, nos acteurs privés aussi parce que finalement, toute réflexion, même si elle n'est pas, retenue au final, la candidature n'est pas retenue, aura permis de construire quelque chose qui peut être transposé ailleurs. Donc c'est pas finalement un investissement totalement perdu, je le pense et la qualité des échanges, on est en train de le vivre parce qu'on a eu une première séance de jury là, au mois de décembre. C'est 4 heures, hein, quasiment de oui. sessions, fermées, d'échanges à la fois techniques, Faut mais prévoir les humains bouteilles d'eau, hein. aussi. Et c'est vrai que quand on sort de là, on est un peu lessivé, mais finalement, on a énormément appris, nous aussi, de connaître et de comprendre aussi les problématiques auxquelles pouvait être confronté le partenaire privé. Parce que nous, on n'imagine pas ça. Nous, on est parfois un peu voilà, dans le rêve, l'utopie, de se dire, voilà, nous, on veut le meilleur centre de tri possible. Mais une fois qu'on a dit ça, comment c'est traduit, comment voilà, les limites de cela sont données aussi par l'acteur en face qui nous dit: «Mais attendez, votre truc, c'est bien, mais ça, on peut pas, ça, il faudra quand même revenir sur terre, ça, voilà». Mais c'est comme ça
j'aime bien le mot de co-construction parce que finalement, on a véritablement co-construit et on est en train de co-construire le centre de tri de demain et sa gestion, quoi. Donc, c'est quand même assez Moi, je trouve que intéressant et c'est une approche, passionnante. En fait, vous résolvez, enfin, en il semblerait là que vous résolviez, quand même, l'un des gros, reproches qu'on peut faire, aux procédures, marché public, à savoir que ça coupe un peu les entreprises, hem, de leurs clients, publics et que, on passe à côté d'une forme de performance à cause de ça et vous, vous avez réussi à vous réapproprier, cette procédure pour, vraiment, enfin, l'orienter vers une co-construction, un dialogue avec le partenaire privé en face. Enfin, franchement, je trouve ça vachement intéressant. Juste pour bien, pour boucler un peu ce sujet, mais être sûr d'avoir bien compris, donc l'UVE, l'unité de valorisation énergétique, là, donc l'incinération, je vais y arriver, l'incinération des déchets qui derrière permet de générer de l'électricité. Là, vous vous êtes concentré sur la mise en place d'un appel d'offres plus classique. Donc, j'achète une prestation, donc j'achète un moyen plus que j'achète un résultat, hein, si on met en regard avec le MGP. Euh, Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est moins complexe, moins technique? Parce qu'en fait, ça dépend de la qualité de, de l'incinérateur, enfin du CAPEX, de l'investissement qui est fait en entrée, qui va donner un niveau de rendement qui, en gros, est assez stable et sur lequel la qualité d'exploitation va beaucoup moins impacter, enfin, que sur le centre de tri. C'est comment est-ce que vous avez fait ce choix d'aller vers de l'appel d'offres classique plutôt que du MGP là-dessus? alors c'est vrai que peut-être le choix est un peu induit par, la première démarche, et le premier marché initial. C'est-à-dire on était parti, lors de la construction de l'UVE sur un marché, simple, d'exploitation D'accord. et qui avait en fait une durée très longue, 18 ans. Donc c'est vrai que c'est des choses que l'on ne voit plus actuellement, mais ça nous a induit finalement quand même un peu dans cette orientation-là. Et quand on a, relancé, la consultation, passé cette première phase des 18 premières années, on s'est posé la question, on s'est interrogé, parce qu'on aime bien aussi, voilà, revisiter un petit peu les choses et on s'est dit qu'il y avait pas tellement de leviers, d'amélioration. Ouais, On c'est était ça. plutôt dans la deuxième partie de vie de notre unité. Il y allait avoir des travaux de suivi, mais pas non plus une phase de travaux très importante. Et puis des leviers qu'on ne voyait très peu apparaître parce qu'on a un outil qui est assez, j'allais dire rustique, rudimentaire, mais assez efficace et on a très peu de possibilités de jouer en fait sur des paramètres pour, en améliorer, je ne sais pas quoi, la Ouais. performance ou la production d'électricité. Donc c'est vrai que ça a été vite éliminé. Néanmoins, c'est intéressant parce que comme on est reparti sur des durées de marché plus courtes, on va se reposer la question à l'horizon peut-être, 2030 où on aura un renouvellement et là, on aura une phase de travaux. Donc, on se dit que peut-être effectivement de réfléchir avec un partenaire privé dans un format un peu MGP comme ça, à la meilleure solution, aux meilleures solutions techniques, pour faire ces travaux. Ça pourrait être intéressant le MGP, mais voilà, c'est en tout cas pas fermé. Et pour l'instant, c'est vrai que ça a été ce choix de reconduire, un marché d'exploitation. Alors ça ne conditionne pas le fait qu'on ne soit pas non plus impliqué puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, on est aussi présent, sur le même site, donc ça fait qu'on est quand même Ça attentif à ce qui facilite se les passe échanges. et il y a de l'échange. Mais en fait, j'allais dire, enfin voilà, les échanges sont pas du tout de la même, teneur qu'avec Mmh. la partie centre de tri où là, il y a de la réactivité au quotidien, il y a vraiment des enjeux. Sur l'UVE, c'est plutôt de garantir la parfaite exploitation, le bon fonctionnement, j'allais dire la disponibilité de l'outil. Mais, les indicateurs sont pas du tout les mêmes. Ouais, Et c'est pour super vous intéressant. pour vous Ouais. livrer une toute petite anecdote quand même parce que Ah c'est mais je intéressant, veux, j'adore. heu, notre obsession de quand même garder un peu le contrôle et la vision, c'est quand même traduite dans l'UVE, par, le fait qu'on a un ingénieur dédié, en fait, sur la gestion des outils. Il a dans son bureau, en fait, tout un tas d'écrans où il a, en fait, la duplication de certains paramètres de suivi de l'usine
Donc même si on n'intervient pas, on a quand même le souci d'être, D'accord. observateur, attentif et c'est vrai que c'était quelque chose aussi qui était important pour nous de pouvoir, suivre ces paramètres, de regarder ce qui se passe et de pouvoir parfois interroger l'exploitant en disant: «Mais tiens, on a vu quelque chose là, il s'est passé quoi? Il y a eu un événement, vous nous en avez pas parlé», ce qui crée finalement du lien et puis dire: «Ah bah oui, oui, on est en train de régler le problème». Donc voilà, on est quand même attentif, même si on ne l'est pas de la même manière que, sur le centre de tri avec le MGP. C'est super intéressant. En fait, vous avez accès à leur outil métier et ça vous permet de valider que la prestation se déroule correctement. En fait, vous êtes, enfin, moi, de toutes les discussions que j'ai pu avoir, directeur commande publique, DGS et tout, à chaque fois, leur retour, c'était, la difficulté aujourd'hui ou la marge d'optimisation, en tout cas, elle est dans le pilotage et l'exécution, enfin et le suivi de l'exécution des marchés publics. Bon, il y a aussi, on va dire l'opportunité géographique, hein, le fait d'être sur le même site, mais vous avez un vrai pilotage, de l'exécution de vos marchés et de la bonne conduite de la prestation, quelle que soit la forme contractuelle qui a été mise en place, quoi. Oui, oui, c'est presque un peu obsessionnel pour nous, c'est de se dire à un moment, on peut Mmh. pas se comporter comme une administration. À quelque part, on rédige un cahier des charges, lambda, on le livre, Oui, tel on le livre quel à à l'univers et voilà et puis, advienne que pourra. De toute façon, on est là avec, le bâton, hein. Si effectivement l'entreprise ne répond pas, à ce qu'on a mis dans le cahier des charges, de toute façon, c'est pas grave, on la sanctionnera et on mettra des pénalités. Nous, c'est pas tellement en fait cet enjeu-là, c'est de dire à quelque part, on est tout autant responsable parce que la manière dont on rédige le cahier des charges déjà, nous donne une responsabilité et puis à quelque part, c'est quand même beaucoup plus intéressant de travailler ensemble à l'amélioration des choses que d'être dans une relation de finalement de donneur d'ordre simple en disant: «Vous avez pas fait ci, c'est pas bien, on va vous sanctionner. Vous avez pas fait ça, ben là, on va vous sanctionner. Là, c'est bien ce que vous avez fait». Enfin, c'est on une trouve que philosophie qui est complètement différente, hein. l'interactivité, Ouais. voilà, c'est toute la richesse finalement de nos différences entre, l'univers public et l'univers privé. Mais finalement, quand on travaille ensemble, on voit qu'on se comprend, on peut parler le même langage et en fait, on peut même construire des solutions ensemble, les co-construire, les faire évoluer et au final, on s'aperçoit que, l'un aurait pas pu proposer la solution tout seul. Nous, on n'aurait pas pu inventer les propositions qui nous sont faites, mais quand on se met ensemble, bah, finalement, on fait de l'innovation et on crée des choses parfaitement adaptées à nos enjeux et qui répondent aussi, très bien à une organisation privée, quoi, en fait. Voilà. Comme quoi, enfin la souplesse ou la rigidité de la commande publique et des marchés publics, c'est aussi beaucoup lié à la philosophie que peut avoir, l'acteur public et peut-être aussi à sa compréhension du métier pour être capable de correctement enfin, surveiller l'exécution de la prestation, quoi. Ouais. OK, Non, mais c'est sûr. Alors, bien. l'appropriation, voilà, la manière de rédiger, c'est essentiel parce que, voilà, mais ça, on a aussi appris, en répondant nous-mêmes à des marchés, parfois publics, et c'est là qu'on s'est mis dans la peau, de l'entreprise et on s'est dit: «Waouh!» et effectivement, si on rédige ça comme ça, comment on peut l'interpréter derrière? Comment on peut le comprendre? Et que toute source finalement d'incompréhension Ah génère oui, derrière finalement des des effets de bord, difficultés hyper et importants. des conflits Ah oui. et ça aussi on a appris et c'est vrai que je vous assure qu'on ne rédige plus tout à fait, nos marchés, de la même manière depuis aussi qu'on est passé un peu de l'autre côté du miroir, quoi et qu'à quelque part, on s'est dit: «Mais oui, effectivement, on peut pas faire des copier-coller de nos cahiers des charges et puis de ne pas se réinterroger». On est obligé aussi d'adapter, Je de bois du petit réfléchir, lait quand d'y je vous passer du écoute temps. là, hein. Je je me C'est régale. important. Ouais, merci pour ce retour parce que, c'est vrai que franchement on le voit, on essaye un maximum de travailler avec nos clients sur les 2 points, hein, à savoir, s'assurer que l'expression de besoin, elle est claire. Le CCTP, il est clair parce que honnêtement, parfois, on a des documents sous les yeux qui sont, obscurs et abscons, quoi. Enfin, on a, enfin, disons que il est parfois compliqué de comprendre, le fondement en termes de points de douleur et de besoins, métiers, terrain, derrière des prescriptions et des exigences. Donc, réussir à relier, l'exigence avec, qu'est-ce qu'elle va vous apporter vraiment, ça c'est le premier point et la deuxième chose qu'on essaye de mettre en place justement pour faire en sorte que
ça se passe bien pendant le marché, c'est déjà d'anticiper les indicateurs qu'il faudra surveiller pendant l'exécution. En fait, on met dans les mains de l'acheteur une espèce de guide de voilà comment tu dois enfin comment tu peux, pas tu dois, mais comment tu peux éventuellement me surveiller ou vérifier qu'en tout cas ta prestation est correctement exécutée pour s'assurer de remettre de la communication, de éventuellement construire du dialogue. Mais c'est des sujets que bah, du coup nous on construit pour le, enfin dans le cadre du marché. Mais si vous les intégrez dès le moment où c'est demandé, forcément, vous avez une pertinence, une performance enfin, qui se reflèteront, j'imagine, dans l'exécution de la prestation. Donc, merci pour ce retour. Juste parce qu'on a quand même déjà bien avancé. Donc, on a parlé de tous ces, enfin, en fait, de votre grande technicité à jouer avec les objets contractuels et à réussir à vous les approprier dans le sens d'une exploitation plus performante. Euh, j'ai vu que vous aviez mis en place aussi 2 actions qui étaient sympas. Déjà enfin, vous avez réussi. Alors, je me souviens plus le cadre dans lequel c'était fait, mais vous avez réussi à travailler avec une start-up ultra jeune et à l'incorporer sur l'une de vos plateformes de tri. Donc là, vraiment du déploiement d'innovation totale. Et la deuxième chose que j'avais trouvé très sympa, c'est la récupération d'une charpente d'écurie royale, je crois, si je me souviens bien, dans la construction de votre centre de tri, là, du nouveau centre de tri. Enfin, recyclerie, je crois. Recyclerie. Donc, sur la partie innovation, en quelques mots, donc Symmetry Purple, là, comment ça s'était passé? Quelle est la forme contractuelle que vous avez choisie? Comment vous pilotez derrière l'exécution? Quels sont un peu les résultats que vous avez pu obtenir? Est-ce que vous recommandez cette action à d'autres, par exemple? Alors oui, c'est intéressant. Après, finalement, pour expliquer un peu le contexte, c'est vrai qu'on a créé une plateforme de valorisation propre à notre territoire pour essayer de mieux valoriser encore les déchets collectés dans nos déchetteries. Et ça nous a amené finalement à séparer des flux en déchetterie et à les amener sur cette plateforme qu'on a baptisée Symétrie, comme Citevum, métier du tri, puisque c'est un acronyme. Et parmi ces matières, en fait, on avait pas mal de plastiques, notamment des plastiques rigides, hein, qui sont, bah, pour vous donner quelques exemples comme ça, hein, qui sont bien visuels, hein, des contenants, des seaux, des arrosoirs, des jouets d'enfants, des jouets de plein air, des plastiques rigides, qui jusque-là n'étaient pas valorisés. Et c'est aussi la richesse d'un territoire, c'est de dire qu'à un moment, au même moment, en fait, on avait une start-up qui était originaire de notre territoire et qu'on n'avait pas, nous, identifié dans un premier temps, mais comme on est sur un petit territoire, on se connaît tous et que finalement, par le biais d'un acteur, on va dire, de quelqu'un qui me connaît et qui connaissait en fait le fondateur de cette start-up, on est rentré en contact et on s'est dit, mais finalement, là, lui n'aurait jamais imaginé de devoir et pouvoir utiliser des plastiques en fait recyclés issus de déchetteries. Et nous, on n'avait pas imaginé qu'on pouvait trouver une solution locale pour les valoriser. Et là, en fait, j'allais dire, nos intentions et nos besoins se sont vraiment rencontrés et on est allé un peu plus loin. Alors, juste pour expliquer, en fait, cette start-up, elle a développé un concept assez original. Elle utilise donc des plastiques rigides multi-résines qu'elle va broyer, trier, préparer, paillettiser pour pouvoir ensuite fabriquer des dalles qui vont en fait se substituer à de l'enrobé pour en particulier la construction et la réalisation de parkings. Et le gros avantage, c'est de désimperméabiliser des surfaces perméables dans une séquence où il y a des obligations réglementaires. C'est parfaitement bienvenu. La difficulté étant, alors pour nous, de trouver un exutoire pour des plastiques multiformes, multi-résines, et eux de trouver une source locale plutôt que d'aller acheter de la matière à l'extérieur. Donc en fait, on s'est vite retrouvés, on a fait des tests et ils ont validé en fait, voilà notre matière finalement comme étant, tout à fait, acceptable dans leur process et c'est là que le partenariat s'est fait. Alors on s'est dit: «Bah tiens, comment on va faire?» On s'est un peu gratté la tête. Alors Mm.
Je peux vous dire aussi C'est que quand simple, hein. on travaille avec notre avocate préférée, Ouais. je vais dire comme ça, elle nous connaît et quand je lui ai évoqué cela, elle a eu un moment d'arrêt en se disant: «Mais attendez, qu'est-ce que vous allez encore inventer? Ouais. On l'avait pas encore faite celle-là. Comment on va trouver le vecteur? Comment on va réussir à faire?» Et on est parti en fait dans une convention avec, ce partenaire, et on est allé un peu plus loin parce qu'en fait ce partenaire est venu dans nos locaux parce qu'il recherchait aussi des locaux pour installer une partie de son process industriel. Donc toute la partie préparation se passe en fait dans nos locaux, dans notre plateforme Symétrie, à Luxeuil-les-Bains. Et on est encore allé un peu plus loin parce qu'il nous dit: «Mais moi je suis une start-up, j'ai pas de moyens humains. Est-ce que vous êtes prêts à me mettre, des agents, des opérateurs pour faire tourner la machine?» Donc on a convenu qu'on mettait aussi à disposition 2 opérateurs. Tout ça, c'est, contractualisé. Nous, on lui, entre guillemets, «met à disposition une surface», où il a installé sa machine. On lui met à disposition 2 opérateurs qu'il va piloter et puis on lui, «cède» entre guillemets notre matière, nos déchets, plastiques rigides et ensuite, on est dans cette boucle locale en fait qui permet, d'aller vers son unité de production qui est à 30 kilomètres, qui va fabriquer ses dalles. Et alors, c'est quoi le vecteur contractuel? Parce que convention d'occupation des sols, j'imagine, pour, Alors, c'est pouvoir, une convention vraiment ad hoc, on va le dire ad comme hoc, ouais, ça, c'est génial cette flexibilité, parce elle traite finalement de pas mal d'aspects. L'aspect effectivement mise à disposition des locaux, installation, d'une machine qui leur appartient dans nos locaux, la mise à disposition des personnels et puis la valorisation, on va dire économique aussi de tout ça. C'est-à-dire que derrière tout ça, clairement, en fait, nous, on en retire un intérêt. Alors non seulement on évite des coûts, parce que ces plastiques-là ne vont pas à l'enfouissement, mais en plus, on arrive à valoriser finalement, cette matière avec une petite recette et qui permet, du côté de la start-up, de bénéficier de matières, vraiment ultra locales à un moindre prix pour pouvoir aller, intégrer ça dans son c'est process. hyper Donc là, vertueux, hein. pour le coup, c'est ce qu'on appelle vraiment une boucle, d'économie, circulaire, locale et qui est vraiment, gagnant-gagnant, quoi, en fait. Et alors c'est vrai on a beaucoup, comment je dirais, testé, avancé en marchant, hein, parce que, tout ça, c'est quand même pas simple. Le process, industriel premier Ouais. a été validé. Il y a eu maintenant, on est à une phase, vraiment industrielle un peu plus lourde. Il y a eu un investissement de près d'1 million d'euros de la part de la start-up dans l'ensemble de machines en fait qui permettent de préparer la matière, mais on est là-dedans. Et nous, collectivité, est-ce qu'on peut se dire finalement, mais qu'est-ce que vous faites là? Nous, on est sur notre territoire d'une part, on a la légitimité finalement d'avoir le produit qui nous posait problème jusqu'à présent et qui là trouve une solution locale. Et en plus, on a la fierté de pouvoir porter avec nous et d'accompagner une start-up innovante avec un process qui a trouvé voilà, totalement sa pertinence. Donc, j'allais dire, voilà, ça, au début, Ouais, et puis c'est une je manière, dirais, de je dirais que tout le ouais. monde a applaudi. Nos élus ont été un peu étonnés aussi au départ. Quand on a lancé un peu l'idée, ils se sont dit, mais voilà. Et au final, on arrive à quelque chose qui est plutôt voilà, bien structuré, bien organisé, et puis qui permet d'envisager la suite. On a bien compris, les intérêts de cette coopération sur la partie innovation. S Maintenant, si vous deviez vous projeter, à quelques années, en avant, selon vous, qu'est-ce qui va le plus évoluer dans votre, relation, avec les collectivités et avec les entreprises privées au regard de toute la modification du contexte, réglementaire, budgétaire, enfin tout ce qui peut se produire en ce moment? Mais en fait, on va pas devoir se projeter, on se projette déjà Oui, finalement. j'imagine. Et c'est vrai que le contexte nous oblige parce qu'à quelque part, on gère, des deniers publics, on est censé, bien les gérer, on est censé là aussi les optimiser. Chaque euro dépensé est un euro, finalement, déjà de trop. Donc, je crois on est dans une voie, où on sait utiliser finalement, à la fois ce qui est possible, la réglementation et puis peut-être même de ne pas s'interdire des choses qui sont un petit peu peut-être plus originales, on va le dire comme ça,
tout en trouvant quand même les garanties juridiques de pouvoir faire ça dans un cadre. Mais je crois qu'on va continuer. On va continuer à travailler ensemble, privé, public, et j'allais dire de trouver les meilleures réponses à apporter pour optimiser le service et pour faire qu'on ait un service public qui soit à la fois performant. Et c'est pas parce que on va travailler tout seul, c'est au contraire d'aller chercher toutes les compétences en trouvant les meilleures formes juridiques pour pouvoir travailler ensemble à la réflexion de demain. Le service public, il est tout aussi important que l'on soit dans des grandes villes, dans un territoire rural. Nous, on a peut-être un peu plus cette réflexion-là parce que c'est vrai que en étant sur un territoire rural, bah, il faut qu'on se débrouille, quoi. Si on se retrousse pas les manches, si on va pas aller chercher parfois des acteurs, si on va pas créer et s'autoriser des choses, ben ça viendra pas forcément tout Créer seul à nous. l'opportunité, hein. Donc, Ouais, effectivement, ça vient pas à vous, c'est quoi. ça, c'est de Ouais, créer des opportunités, c'est de faire comprendre comment on réfléchit. On n'est pas, voilà, on réfléchit souvent avec du bon sens, c'est ce que je dis et ce qu'on affirme et que, voilà, tout seul dans notre coin, ben, on va pas réussir à faire des choses, mais avec, plusieurs partenaires, plusieurs, compétences, on va réussir à trouver un écosystème qui va être favorable et qui va nous permettre en fait de voilà, trouver des solutions adaptées à notre territoire et trouver aussi la meilleure optimisation bah voilà, des fonds publics parce que j'y reviens, je pense que c'est effectivement un contexte dans c'est lequel on peut plus central. se permettre Mmh, de se dire bah, on verra bien demain, de toute façon on dépense et puis mmh, de toute façon c'est le citoyen contribuable qui va payer. Donc on n'est pas, on n'est plus du tout dans cet ouais. univers-là. Il faut qu'on trouve les meilleures manières de fonctionner et je pense qu'il faut en tout cas rien s'interdire si on veut être performant. C'est vraiment un peu notre mot d'ordre. Ouais. Donc on va De poursuivre ce l'agilité, ça paraît, fou, dans le monde public et en fait, c'est ce que vous avez réussi à créer, j'ai vraiment l'impression, quoi. exactement, il faut être, agile, a adaptable, innovant et peut-être un mot que l'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est quand même un mot intéressant dans le lexique, de la langue française, c'est audacieux. Ouais. Il faut avoir de l'audace parfois parce qu'il faut oser. J'adore. Il faut, il faut aller franchir un petit peu peut-être, sortir de ses habitudes, sortir, voilà de sa zone de confort parfois, parce que c'est vrai que c'est peut-être des fois très confortable, hein, de dire: «Bah non, c'est pas moi, c'est le marché public, hein, qui dit ça, c'est pas moi, c'est la règle», voilà. Mais c'est vrai que si on va au-delà, bah, finalement on trouve d'autres réponses et ça a d'autres satisfactions derrière et voilà et la meilleure des choses, bah, c'est les performances, c'est le retour, c'est l'échange avec nos partenaires. Et on parle plus de public-privé, on parle de partenaires Mmh. engagés dans un même projet, dans des mêmes orientations. Donc, c'est là effectivement où on a tous à y gagner. Ouais, c'est génial. J'adore, moi, si le mot de la fin, c'est de l'audace, j'adore. Je valide, complètement. Donc je vous remercie en tout cas Christophe, pour cet Pas de échange, souci, bah, ouais, super avec concret et plaisir. super riche C'était parce que riche, oui, oui, oui. ouais, ouais. Même si on a encore plein de choses à dire, en fait. Moi, Mais je vais vous j'ai faire l'impression revenir, hein. de oui, bah, Je vais peut-être. être obligée, hein. On va attendre, on va mettre en service. On n'a pas parlé de la recyclerie, donc du coup, comment on va Ouais, la mettre en service là au printemps? Mais on vous invitera à venir la voir en direct en fait, avec grand plaisir. et Avec heu grand et à plaisir. voir la charpente, notamment la charpente du centre équestre de Gennevilliers, qui trône déjà, en ossature de notre recyclerie. Ouais. Pour, heu, pour, heu, pour illustrer, c'est un bel exemple de réemploi, dans la construction, quand vous avez, pu Oui. récupérer cette charpente, Et c'est vrai que c'est aussi un des volets intéressants. Je pense à ça, par rapport aux entreprises aussi, parce que travailler et construire un bâtiment avec, ben, un mode total réemploi, bah, c'est encore pas non plus, bien facile pour les entreprises pour comprendre comment on répond. Les marchés publics sont pas tellement adaptés non plus, donc on a un peu essuyé les plâtres et je sais pas si je vous avais dit, mais on est en fait, on a été vraiment aidé, accompagné par la région, Bourgogne-Franche-Comté pour essayer de créer finalement un mode d'emploi qui permettrait de dire, bah, regardez, c'est possible. Et c'est possible parce qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça, on a fait ça, on a fait des études préalables, on a fait ci.
et donc du coup, ça permet aussi de mettre les entreprises un peu dans un mode, «Ah oui, effectivement, comment on va travailler, différemment demain?» parce il faut faire évoluer, les règles de la construction, il faut faire évoluer, les assureurs, parce que là, c'est Oui, aussi un vrai problème, hein. oui. Les assureurs sont hyper frileux quand on leur dit: «Bah, attendez, on va récupérer des matériaux», donc il a fallu, valider en fait chaque nouveau, matériau. La charpente de Gennevilliers, il a fallu, bon, la démonter proprement, la remonter, mais y mettre des renforts parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes descentes de charge et cetera. Et puis, après ça a posé des questions, dire: «Bah, finalement, c'est une charpente, elle va supporter des choses, donc oui, mais en termes de risque, ça rentre pas dans les cadres classiques de Non, mais l'assurance», par exemple. j'avais pas Ou mesuré, des en normes. fait en fait, la le l'inté alors juste pour, recontextualiser, j'avais pas mesuré ce que vous me faites comme retour. C'est que l'intégralité ou la majeure partie de la recyclerie a été faite à partir de matériaux, de construction réemployés, si je comprends bien? Oui, une bonne Dont la partie. Alors charpente? pas D'accord. tout, parce que, Oui, après, toutes les charpentes bois, on a travaillé aussi sur un deuxième levier, le bois local. Il s'avère que on est propriétaire, le site même est propriétaire d'une forêt de 150 hectares, et on a été en fait, couper du bois dans notre forêt, le faire scier par une scierie juste à côté et le faire on est dans le assembler bois. par une entreprise locale pour, construire une charpente aussi, pour la grande partie du bâtiment. Parce que le bâtiment fait 2 500 m² et la charpente en fait, de Gennevilliers était quand même, pas suffisamment, grande pour pouvoir recouvrir tout. Mais voilà, donc on a travaillé sur tous les leviers pour se dire: «Bah, on peut travailler sur un bâtiment, réemployé, travailler avec, du matériau, local». On travaille avec du aussi pour, l'isolant intérieur, du mixte béton-chanvre, et on a des agriculteurs qui fabriquent du chanvre en local à 30 kilomètres de notre site là. Donc enfin voilà, on a essayé de tout réunir pour se dire enfin là, on a construit un bâtiment qui est le modèle du réemploi, et ça a du sens parce que qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va inviter les usagers, les habitants à venir, échanger, réemployer, acheter de la seconde main, voir la réparation et tout ça. Donc, si on donne pas l'exemple dans notre bâtiment, c'est un peu dommage. Et Et au en bout du termes compte, oui, l'enseignement est intéressant. On y perd beaucoup plus de temps. On a passé beaucoup plus de temps évidemment que construire un bâtiment neuf, mais finalement, c'est pas plus coûteux. Et on a fait la démonstration que finalement, c'est pas une histoire de coût. Parce que certains maîtres d'ouvrage pourraient dire: «Non mais attendez, non seulement on perd du temps, en plus ça va nous coûter beaucoup plus cher». Et ben, au final, non. Et on commence à voir qu'il y a aussi là un petit écosystème qui existe à l'échelle même nationale avec, bah, par exemple, des catalogues de matériaux, des catalogues d'objets à réemployer pour la construction. Et on travaille avec là aussi une start-up locale qui s'appelle, Alternatinov, et qui a fait son métier de stocker. Alors le problème, c'est qu'ils ont des stockages, ils vont démonter un peu partout en France, des morceaux, de charpente, des portes, enfin voilà, tout un tas de choses, des sanitaires. Ils stockent ça, et puis après ils ont un catalogue en fait qui est mis en ligne pour pouvoir, voilà, diffuser, revendre, en fait leurs matériaux, leurs objets. refaire circuler l'objet, quoi. Ouais. Oui. Et on est en train de voir, et là on avait hier un 1er contact, avec, mince, comment il s'appelle? Un grand groupe du BTP, national, qui s'intéresse à la chose et qui a commencé à réfléchir, et qui nous a, je sais pas comment, repéré peut-être sur les réseaux, et qui nous a approchés en disant: «Mais pourquoi on pourrait pas travailler ensemble? Parce que nous, on a besoin», par exemple, ils ont besoin beaucoup de tout ce qui est, sanitaire, des lavabos, voilà, des WC, et donc ils ont besoin de stock un peu, de proximité par rapport à leur chantier, et derrière, c'est le groupe Eiffage, Oui, je donc qui est confirme, quand mais même, je en fait, et pour qui est avoir, intéressé dit vraiment, qui nous dit en fait qu'ils sont de plus en plus sollicités, et que maintenant dans les appels d'offres, notamment publics, et ben, il y a de plus en plus de demandes, d'intégrer du réemploi, y compris dans le second œuvre, quoi, ouais. particulièrement dans le second. Mais non, mais je confirme, j'ai eu cette discussion aussi avec, avec Citeos, Citeo, n'importe et qui
qui du coup, étaient un peu en butée parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la plateforme de réemploi qui leur permettrait de mener à bien le chantier. Et en fait, là où vous avez, effectivement fait un gros travail, c'est qu'en fait, vous avez rendu la construction, enfin le marché possible, l'exécution du marché possible parce que vous êtes allés chercher la solution en amont, quoi. Hem, là encore une fois, hein, c'est la question, de l'entreprise, qui va faire, l'investissement d'aller sourcer, toutes les solutions en amont d'un marché qu'elle n'est pas certaine de gagner. Où en fait, il faut mettre en place aussi, en face de ça, un principe de réalité. C'est que l'entreprise qui répond, en fait, elle est déjà en train de faire une prestation quand elle est en train de s'assurer de la, sécurisation du sourcing en réemploi. Heu, En gros, c'est une prestation. Et si c'est pas compté comme une prestation, mais que, en fait, on lui demande de répondre au marché en prenant l'intégralité du risque de valider la chaîne de valeur, il y a, soit vous avez pas de répondants, soit vous avez des répondants avec des solutions qui sont bancales ou qui correspondent pas tout à fait à ce qui pourrait être fait, quoi. Mais on peut pas non plus le reprocher aux uns ou aux autres. C'est juste une manière de découper les marchés un peu différente. Dire qu'il faut anticiper que comme on est sur un process qui est nouveau et qui est différent, il faut peut-être aussi donner les bonnes billes, aux entreprises, enfin, ou du moins ouvrir un dialogue avec Oui. elles pour voir quelles sont les solutions qu'elles maîtrisent déjà, ce que vous maîtrisez vous et le mettre en commun pour, optimiser le marché, quoi. Mais on sent que c'est quelque chose qui est en train de s'organiser parce Ouais, qu'effectivement, ouais, ouais, finalement, c'est un peu la même chose que l'entreprise quand elle doit s'assurer de son approvisionnement en amont, d'un exactement. chantier. Mmh. Elle doit se dire alors c'est vrai que c'est facile parce qu'elle a ses fournisseurs habituels et tout ça. Oui, Là, effectivement, il y a un travail un peu en amont déjà de comprendre comment fonctionne, tout ce micro, système qui est en train de se mettre en place et de s'assurer qu'effectivement, avant de répondre, on va être capable d'aller, trouver les éléments, bah, qui oui. sont demandés et ça, c'est vrai que c'est pas simple. Bah, non, non, Mais c'est quelque chose mais c voilà, qui est en train de se mettre en place. On le sent clairement ouais, depuis, quelque mais temps, on voit bien que parce que c'est aussi ça a du une vraie sens, quoi. réponse, pendant le covid, on l'a vu, hein, on a une dépendance qui est incroyablement forte, sur tous les éléments de la chaîne de valeur de la construction. On se source, en Chine et si jamais demain, le fret, s'arrête, bah, du coup, il va nous falloir un temps pas Tout possible tombe. pour obtenir les éléments pour pouvoir construire. L'économie circulaire, c'est pas simplement un atout, un enjeu en termes de développement durable, c'est aussi un enjeu en termes de, le mot est gros, mais de souveraineté. C'est-à-dire, notre capacité à produire, sur place, heu, sans avoir à solliciter des fournisseurs, de par le monde et donc du coup à se donner une plus grande autonomie, pour pouvoir être plus réactif donc enfin il y a vraiment un double enjeu je trouve à l'économie circulaire, hein. C'est aussi se réapproprier, Bien sûr. la main heu, sur l'approvisionnement quoi, tout simplement, hein. Oui, c'est de garder notre, voilà, notre maîtrise. On a des choses, on a des ressources à utiliser qui potentiellement en plus, et nous on le voit sous l'angle déchets, pourraient finir en déchets, mais qui du coup, s'ils sont réemployés, bah, c'est plus de déchets. Ouais, Donc c'est moins de déchets, c'est des ressources, locales. Maintenant, il faut, organiser, et c'est vrai que c'est toute une autre manière de penser, ouais. mais ça Mais ça a le c'est une mérite en tout industrie, cas hein. C'est une nouvelle d'être, chaîne industrielle en fait, hein. C'est vraiment c'est une une nouvelle chaîne industrie qui est industrielle, naissante. exactement, exactement. Ça peut paraître étonnant parce que se dire: «Mais c'est quoi le process de» voilà, et ben, là, c'est un process de, oui, de sourcing, d'aller identifier, d'aller repérer, d'aller, voilà, et on commence à avoir, voilà, des acteurs qui se positionnent là-dessus, sur des spécialités, pour pouvoir, stocker, pour pouvoir, préconditionner, réparer parfois et adapter aussi à la demande. Donc voilà, c'est un nouvel enjeu. Je pense que ça sera quelque chose d'assez important dans les années à venir aussi sur ce volet-là, Bah, réemploi. super. Merci pour cette ouverture, qui est porteuse de beaucoup de promesses, je trouve, pour notre économie de manière générale, hein, plus que pour le secteur public, donc super Exactement, intéressant, exactement. quoi. Bah, merci Christophe. Je crois que je vous Très ai bien. fait, pas mal parler, donc merci pour ce témoignage et ce retour d'expérience Non, non, avec plaisir en tout cas. je vous souhaite une excellente journée.